Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission Espace de travail préparée et animée par la rédaction de Mediapart. J'accueille aujourd'hui deux chercheurs de profils un peu différents mais qui collaborent sur un même projet, le projet WorkSim, qui permet de simuler les effets de lois ou de mesures macroéconomiques sur le marché du travail français. Ils ont notamment, et c'est tout à fait d'actualité, évalué ou simulé les effets de la loi sur le travail, autrement dit loi El Khomri, qui est sous les feux de l'actualité. On va parler des résultats tout à l'heure. Je voulais simplement d'abord vous présenter donc, les deux invités. Jean-Daniel Cande, vous êtes maître de conférence à l'université Pierre et Marie Curie à Paris et vous êtes donc maître de conférence en informatique. Bonjour. Bonjour. Et Gérard Ballot, professeur émérite en économie à l'université Panthéon-Assas Paris 2. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue. Donc on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet qui est un tout petit peu complexe. Donc je vais vous demander de nous expliquer un peu quel est ce projet WorkSim, de quoi il s'agit, comment fonctionne ce programme et quelle est son ambition. Alors donc au départ c'est un projet que j'ai créé il y a 10 ans maintenant. Donc c'est un projet effectivement qui vise à simuler le fonctionnement du marché du travail. Et donc l'idée maîtresse, c'est que l'économie et le marché du travail en particulier, c'est un système complexe. Qu'est-ce que ça veut dire un système complexe? Ça veut dire que c'est un système où vous avez beaucoup d'acteurs qui sont très différents, très hétérogènes, qui sont en forte interaction les uns des autres, et qu'à cause de cette hétérogénéité et à cause de ces interactions, il est difficile, voire en fait impossible, de prédire à l'avance quel sera, par exemple, l'effet d'une nouvelle politique, d'une nouvelle loi sur ce marché. Type loi travail. Type loi travail. Et donc, l'idée, c'est qu'on peut utiliser des outils qui sont maintenant au point, même s'ils ont une vingtaine d'années en intelligence artificielle, qu'on appelle les systèmes multi-agents, pour essayer de prendre en compte cette complexité. Donc, grâce à ma rencontre avec Gérard, qui est donc économiste, spécialiste depuis de nombreuses années du marché du travail, nous avons pu bâtir ensemble un modèle à base d'agents informatiques. Ces agents informatiques vont en quelque sorte mimer, essayer de reproduire les comportements des agents réels et leurs interactions. Et quand vous parlez d'agents informatiques, c'est des agents qui représenteront les usagers du marché du travail et les entreprises œuvrant sur ce même marché. Absolument, je vais en parler dans un instant. Donc vous avez effectivement des individus, vous avez des entreprises et vous avez les institutions, représentées par exemple par le droit du travail, qui est complètement implémenté dans WorkSim, qui constitue l'environnement, bien sûr, l'environnement juridique dans lequel ces acteurs évoluent. Donc c'est une sorte de société virtuelle, si vous voulez. De sim, du coup. Et d'où le sim. Mais c'est un peu plus compliqué que SimCity, même si ça ressemble un petit peu. Où effectivement, dans un monde donc virtuel, dont l'avantage comme il est virtuel, c'est qu'il est manipulable. On peut l'étudier, on peut faire des changements un peu comme on veut. Et bien sûr, ce qui va faire que ce système est intéressant, c'est que ce monde virtuel va dire quelque chose du monde réel. Alors, c'est quoi le comportement, j'allais dire, de base d'un agent individu? Eh bien, c'est de se dire, voilà, je suis dans un état actuellement. Alors, il y a différents états dans WorkSim. Vous pouvez être en train de travailler. Vous pouvez être au chômage, ce qui veut dire que vous cherchez activement du travail. Vous pouvez être en inactivité, ça veut dire que vous avez renoncé à chercher du travail. Vous pouvez être à la retraite, vous pouvez être étudiant, etc. Bon. À chaque fois, l'agent se trouve dans un état et se dit finalement, est-ce que mon état est satisfaisant ou est-ce qu'il n'y a pas un état vers lequel je peux aller qui serait plus satisfaisant? Alors ce satisfaisant, comme on le fait souvent en économie, est calculé par une fonction qu'on appelle une utilité. Et donc en comparant l'utilité des différents états, l'agent décide de rester ou d'aller dans un autre état. Et cela se fait autour de ce qu'on appelle, il va arbitrer, notamment lorsqu'il va se poser la question est-ce que je travaille ou pas, c'est est-ce que je travaille ou est-ce que j'ai du temps libre? Moins j'ai de temps libre, plus je peux travailler, mais du coup, j'ai moins de temps libre pour s'occuper de ma maison, etc. Voilà, donc ça c'est la base pour l'individu. Pour l'entreprise, alors l'entreprise, elle, son problème, c'est d'avoir des bénéfices, d'accord? Parce qu'il faut pouvoir payer les salaires, les cotisations, etc. Alors, elle fait ce qu'on appelle une analyse coût-bénéfice, et à chaque fois qu'elle compare, elle a souvent plusieurs alternatives, et à chaque fois, elle calcule le rapport coût-bénéfice, et elle regarde le profit qui est le plus grand dans une situation par rapport à une autre. Par ailleurs, elle fait face, on en reviendra, à une demande exogène. Si la demande de l'entreprise
est croissante, elle augmente. Elle se dit, ah bah attention, là je vais avoir de la production et mes salariés ne peuvent pas la produire, c'est dommage. Donc, il faut que j'embauche. Alors il faut que j'embauche. Alors elle se met à créer des postes. En revanche, si malheureusement la demande diminue, au bout d'un certain temps, elle va se retrouver en sureffectif et elle sera peut-être obligée de licencier. Et ensuite, quand elle embauche, et ça c'est le cœur vraiment de notre modèle, et c'est probablement là où on fait le plus d'apports, au niveau de la modélisation, c'est qu'on a modélisé très finement le choix entre un CDD et un CDI. Ce qui fait le cœur du marché français, c'est cette fameuse dualité on va y entre revenir, le CDD et le CDI. En gros, qu'est-ce que l'entreprise va choisir d'offrir comme statut et alors pour ça, elle utilise ce qu'on appelle un système d'anticipation. Donc elle va anticiper sa demande. Si elle pense que la concurrence, la demande va être favorable, à ce moment-là, elle va plutôt créer des CDI. Sinon, elle aura tendance à créer des CDD. Et c'est toujours à horizon fini. Je reviendrai sur la notion de fini. Voilà. Et dernier point, c'est sur les interactions. C'est-à-dire que là, les individus, ils interagissent autour de ce qu'on appelle le processus d'embauche, qui est issu de la théorie de la recherche en économie. Donc là, c'est l'interaction. Vous avez un individu qui décide ou pas de postuler à une offre, il reçoit des offres, il postule, il sélectionne ses offres avec une utilité de réservation, c'est-à-dire c'est le salaire grosso modo minimum, enfin l'utilité minimum qu'il accepte pour un poste lorsqu'il a envie de travailler, d'accord? Donc c'est le minimum de niveau d'exigence, si vous voulez. Et ensuite, il va sélectionner ces postes-là et il va postuler. L'entreprise, elle reçoit évidemment plein de candidats qui ont postulé, et elle-même, elle applique ce qu'on appelle une norme d'embauche, c'est-à-dire des critères de sélection pour accepter ou pas la personne. Et donc, on a une interaction, sachant que ces normes d'embauche et ces utilités de réservation ne sont pas figées, elles sont apprises par les agents. Et c'est donc un processus de décision qui est vraiment détaillé. Et ça, c'est aussi une nouveauté par rapport au modèle classique en économie du travail, où en général, on utilise une fonction d'appariement qui fait une espèce de boîte noire, et globalement, on apparie les gens, les chômeurs et les postes. C'est ça un peu la spécificité de votre modèle, si j'ai bien compris, c'est que les agents, qu'ils soient usagers du marché de l'emploi, chercheurs d'emploi, aux chômeurs, ou alors allant d'un emploi à l'autre, et les entreprises, vous avez injecté sur ces agents-là ce que vous appelez de la rationalité limitée, c'est-à-dire, ce n'est pas des agents qui sont pleinement conscients de leurs possibilités, mais ils vont arbitrer en fonction de critères qui ne sont pas purement économiques ou ils ne fonctionnent pas à plein, quoi. Expliquez-nous un peu comment alors, vous avez réussi effectivement, à faire ça. Sur la rationalité limitée, c'est un principe général qui fonde le modèle. C'est peut-être un apport qu'on peut voir par rapport à la psychologie cognitive. La rationalité limitée, ça vient d'Herbert Simon. Il est, pour moi, évidemment, c'est une référence parce qu'il est à la fois vraiment fondateur de l'IA, l'intelligence artificielle, et puis il introduit la rationalité limitée, qui dit la chose suivante, qui dit qu'un être humain a, même si ça a des capacités prodigieuses, le cerveau humain, n'empêche que vous avez des capacités limitées de calcul. Un cerveau ne calcule pas aussi vite qu'une machine, par exemple, et aussi de mémoire. On a des grandes capacités de mémoire, mais au moment où on est en train, par exemple, de prendre une décision, ce qu'on appelle la mémoire de travail, grosso modo, ça a été mesuré depuis en neurobiologie, même depuis longtemps, c'est à peu près entre 5 et 7 éléments. Autrement dit, vous pouvez manipuler 5 ou 7 éléments en même temps. Concrètement, ça veut dire que si vous prenez une décision, vous ne pouvez pas avoir plus de 5 ou 7 critères à manipuler en même temps. Et vous ne pouvez pas non plus, puisque vous avez une capacité de mémoire limitée, faire des anticipations sur un temps infini. Or, si vous regardez les modèles, notamment ce qu'on appelle en économie classique, économie mainstream, ils utilisent tous des hypothèses de rationalité quasiment illimitées, dans lesquelles les gens ont des capacités omniscientes, ils connaissent tout sur tout, ils ont des capacités de mémoire sans limite, et peuvent notamment, par exemple, faire des anticipations à l'infini, et sont capables de tout optimiser sur un nombre très très grand de paramètres. Par exemple, concrètement, quelqu'un qui cherche un emploi et qui serait comme ça omniscient sur le marché qui s'offre à lui, quel est le biais en tout cas de cette manière de voir les choses en termes d'analyse? On pourrait presque dire, si on pousse le modèle jusqu'au bout, qu'il serait capable de dire bon, alors si jamais je suis recruté dans cette entreprise-là, alors au bout de tel instant il se passera ça, et ensuite il m'arrivera ça, et il va y avoir ça, ça et ça, et au fond, à chaque fois, c'est comme s'il optimisait quasiment sa carrière son parcours jusqu'à l'infini. Et ça, pour quelque entreprise qu'il regarde, il va à chaque fois faire cette optimisation.
Donc, évidemment, pourquoi ils le font? Ils le font essentiellement parce que d'un point de vue mathématique, ça permet de résoudre analytiquement le problème. Donc, c'est à la fois pour la beauté du geste mathématique et pour la cohérence mathématique qui, du coup, se met à primer sur le réalisme. Alors, nous, on essaye d'apporter un peu ce réalisme et on travaille en rationalité limitée, ce qui ne veut pas dire que les gens sont bêtes, mais ça veut dire simplement qu'ils ont effectivement des anticipations finies, que lorsqu'ils comparent, ils utilisent par exemple une heuristique que Simon avait proposée, qu'il appelle, alors je suis désolé, je ne sais pas vraiment la traduire en français, en anglais c'est satisficing, donc en fait ça veut dire qu'on regarde la situation non pas la meilleure, mais la plus satisfaisante. Voilà, donc je compare quelques situations, pas beaucoup, et parmi ce peu de situations, je suis capable de choisir la meilleure, parce que là cognitivement c'est acceptable. Et évidemment c'est un système qui est moins parfait que le système de nos modèles classiques. Mais qu'est-ce qu'on rajoute à ce moment-là? Et là, c'est une faculté cognitive centrale de l'être humain, c'est l'apprentissage. C'est-à-dire que vous avez une rationalité qui est moins parfaite, mais vous allez apprendre de vos erreurs. Et en apprenant de vos erreurs, vous allez corriger les paramètres. Et vous allez compenser ainsi la connaissance que vous n'aviez pas, parce qu'effectivement, vous n'êtes pas capable de tout prévoir, mais par contre, vous êtes capable de vous adapter. Et dans WorkSim, comme je l'ai dit, il y a plusieurs choses qui sont apprises. Il y a les utilités de réservation, pour savoir ces fameux critères. Donc en fonction de l'expérience de l'individu, suivant les refus et les échecs qu'il a sur le marché du travail, il va apprendre à faire varier ses exigences. Les entreprises, c'est pareil, si elles ont des exigences trop grandes, elles vont recruter personne. Donc à un moment donné, elles seront bien obligées de s'adapter. Et donc tout ça est automatique et appris dans le temps par interaction. Et c'est ça aussi la force d'un modèle cognitif comme le nôtre, c'est d'avoir ces phénomènes d'apprentissage qui, encore une fois, sont vraiment ceux qu'on retrouve au cœur du comportement humain. Donc ça c'est le modèle, ça c'est la partie que vous pouvez nous expliquer, vous, informaticien. Après, il y a ce qu'on a testé, ce que vous avez fait tester par le programme, qui est en tout cas cette dualité CDD-CDI et plus spécifiquement des mesures de la loi El Khomri, la loi El Khomri ayant, je le rappelle au passage, comme finalité de lutter contre le chômage. Voilà, vous Gérard Ballot, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce que le programme a produit par rapport à l'évaluation de cette loi? Alors, comme vous le savez, c'est une loi très complexe. On s'est concentré, fait 170 pages je crois, on s'est concentré sur la facilitation des licenciements. Qui est un des points épineux. C'est un des points clés. Mais on a laissé de côté, par exemple, quelque chose qui est également important, qui est l'inversion partielle de la hiérarchie des normes entre les accords négociés dans l'entreprise qui passeraient devant les accords de branche. Alors, quels sont les résultats principaux? Premièrement, le marché du travail change profondément. Et il change en termes de contrat. C'est ça vraiment le cœur du changement qui engendre le reste. Donc si on applique, pour bien comprendre ce que vous dites, c'est que si on applique la loi El Khomri à vos agents, la nature des contrats change, c'est-à-dire... La proportion. D'accord. La proportion de CDD par rapport au CDD. Alors, la part des CDD dans les embauches, elle tombe de 78% dans le code actuel à 33%. C'est une différence, une chute énorme. La part des CDD dans l'emploi, et non pas dans l'embauche, tombe de 8,5 à 2,6%. Autrement dit, il y a une quasi-marginalisation des CDI. Du CDI. Voilà. Et par contre, le taux d'emploi des CDD, le taux d'emploi en CDI, par contre, il passe de 11 à 29%. Donc les entrées en CDI deviennent beaucoup plus importantes. L'un des effets qui est, en tout cas, vanté notamment par Manuel Valls, qui est de dire ça favoriserait effectivement l'emploi en CDI, ça vous validez? Ça, je valide. Je vais même, collectivement valider. Nous validons. Je vais même un peu plus loin. Les transitions de CDD à CDI, qu'on a calculées, c'est-à-dire un an après avoir embauché en CDD, il y a 76% de CDD qui deviennent des CDI, alors qu'avant la loi, il y en avait 42%. Autrement dit, le CDD mène encore davantage au CDI qu'avant. Tout simplement parce que les employeurs redoutent moins d'avoir le coût du licenciement. Donc, effet positif. Mais, vient le mais, les CDI sont nettement plus précaires. La durée médiane d'un CDI tombe de 5 ans à un peu moins de 3 ans. Le taux de licenciement économique explose.
Actuellement, il est de 0,5%. C'est très peu, hein. C'est très peu des jugements. C'est même en baisse. Il passe à 20%. Donc on peut vraiment parler d'explosion. Et les licenciements personnels, eux, ils baissent un peu, mais ça représente peu de choses. Ils passent de 4 à 2%. Donc voilà un premier ensemble de résultats. Le deuxième, c'est sur le niveau du chômage. Le niveau du chômage montre relativement peu de changements, mais un changement qui va être contrasté entre les catégories. On va avoir un taux de chômage qui va un peu augmenter, ça va quand même faire 132 000 chômeurs de plus dans ECO 4, et dans ECO 3, la version moins souple, 300 000 chômeurs de plus. D'accord. Ouais, je peux préciser que ça c'est au bout de 4 ans. Hein. Au bout de 4 ans. De mise en application, de mise en oui, route de la loi. Pour laisser notamment le système se mettre en route. Oui. D'accord. Alors, en fait, on a des flux d'embauche qui, en CDI qui augmentent, c'est bien ce qui était voulu, prévu, mais on a aussi les flux de licenciement qui augmentent. Et il suffit de très peu pour que, finalement, on bascule du côté hausse du chômage, éventuellement baisse. Et ça, c'est quand même préoccupant, parce que ça veut dire que la loi El Khomri ne touche pas à toute une population d'exclus. C'est le chômage de longue durée, quoi. Oui, de chômeurs de longue durée, quel que soit leur âge, bon, etc. Mais donc, elle ne fait rien pour ça, donc il va falloir faire autre chose, en tous les cas, de plus. Par ailleurs, sur le plan social, l'acceptation de licenciement économique passant à 20%, ça c'est un peu un problème. Un autre point important, c'est une substitution sensible des jeunes aux seniors et éventuellement aux 25-49 ans. Autrement dit, les jeunes, parce qu'ils sont davantage en CDD au départ, vont se faire embaucher dans des CDI qui sont plus accessibles parce qu'il y a un roulement plus fort, et donc eux vont voir leur chômage baisser de 107 000. D'accord. Par contre, les 25-49 ans, eux, vont avoir 112 000 chômeurs de plus, et les seniors vont avoir 127 000 de plus. Autrement dit, le chiffre global cache des contrastes très nets Entre et qui correspondent jeunes à, et les moins jeunes. à ce mix différent entre CDD et CDI en bonne partie. Donc, quelle que soit la version du texte testé, si j'essaye de résumer, il y a effectivement une transformation de la nature de l'emploi sur le marché, de la nature de l'emploi sur le marché du travail, mais pas un effet significatif sur le chômage. Cette nuance est en fait que la mesure, en tout cas la loi, profiterait quand même davantage aux plus jeunes. C'est bien ça. Oui, enfin, en tout cas, favoriserait l'intégration au CDI c'est vrai. Jeunes. Pour les jeunes, c'est toujours bien cette mesure. Ouais. Mais ce qu'il faut noter malheureusement, c'est que la dernière version, non seulement, comme l'a rappelé Gérard, elle est ambiguë et elle n'est pas claire, mais en plus, elle donne systématiquement dans nos interprétations des résultats moins bons que les versions précédentes qu'on avait appelées ECO 1 et ECO 2. Tout simplement parce que finalement, on se rend compte dans ce système El Khomri que plus votre loi est flexible, mieux ça se passe. Parce que de toute façon, vous allez avoir des licenciements, mais si c'est flexible, ça va quand même favoriser les embauches. En tout cas, la version qui sont de moins en moins flexibles, comme celle dont Gérard vient de parler, donne de moins bons résultats. Parce que quand on a quand même entre 100 et 300 000 chômeurs de plus au global, c'est quand même négatif, significativement. Alors qu'avant, ce que ça donnait simplement, c'est que ça n'avait pas d'amélioration. Autrement dit, au bout de 4 ans, ça n'améliorait pas, mais ça ne dégradait pas non plus. Là, ça dégrade. Du coup, la question qu'on a envie de vous poser ensuite, c'est la manière dont le monde politique, éventuellement, a perçu vos travaux, enfin, les retours que vous avez eus de vos travaux, puisque c'est une forme d'évaluation, avant même que la loi ne soit appliquée, du contenu du texte El Khomri. Donc, quel retour vous avez eu ? Alors, d'abord, je dois dire qu'il y a eu assez rapidement un gros intérêt du point de vue médiatique, et on doit vous remercier, vous les médias, de s'être intéressés. On a reçu plusieurs journalistes, on a pu faire des interventions dans différents médias, sachant qu'en plus, c'est ce qui s'est passé quand je vous ai appelé. On n'est pas des gens connus, on n'intervenait pas avant à la télévision ou ailleurs.
Et finalement, l'effet loi travail a l'effet loi travail. Et puis bon, j'ose espérer peut-être le fait qu'on soit effectivement les premiers à proposer ce genre, parce que ce qu'il faut préciser, c'est qu'avant nous, aucune étude quantitative n'existe en dehors de la nôtre à l'heure actuelle. Il y a eu une étude d'impact qui a été faite par le gouvernement, mais enfin c'est juste une étude qualitative qui fait 300-400 pages, mais il n'y a aucun chiffre. Donc je pense que quand on arrivait effectivement à dire, attendez, nous on peut dire quelque chose, alors bien sûr après c'est notre modèle, il faut prendre des précautions, il y a des biais, des hypothèses, mais enfin on était les premiers, on est toujours les seuls. Le monde médiatique mis à part, donc, ce qui est important, mais c'est pas nous qui faisons les lois. Non, mais juste pour dire que la société, à travers on a eu quand même plus de 100 000 vues dans nos tribunes sur Internet. Pour nous, c'est énorme. On a eu des gens qui sont venus commenter, qui ont donné leur avis. On a rencontré des gens même qu'on ne connaissait pas, qu'on leur parle de notre travail, ils sont intéressés. Donc ce que je veux dire, c'est que ça rencontre un besoin de la société. Moi, c'est comme ça que j'interprète le fait que les médias s'y intéressent. C'est parce que la société a besoin d'être un peu éclairée sur ce genre de conséquences d'une loi aussi importante. Et alors, il y a un gros décalage entre l'intérêt de la société et puis le monde politico-économique, où là, pour le coup, il n'y a pas eu beaucoup de réactions. Alors, on a eu quand même, pour l'anecdote, après avoir fait notre première tribune dans Le Monde, au bout de quelques heures, un contact de la part d'un membre du cabinet d'Emmanuel Macron qui nous demandait des précisions. En gros, il trouvait nos résultats bizarres, il voulait savoir pourquoi on avait trouvé ça. Bon, ces résultats avaient l'air de l'étonner un peu. Bon. Donc, on lui a fait toute une réponse très détaillée. On n'a pas eu de réponse depuis. J'ai aussi des contacts au niveau du ministère de la Recherche qui s'intéresse aussi, mais c'est pas le ministère de l'Économie ou du Travail. On aurait pu penser qu'ils allaient peut-être nous contacter. Rien du tout. Les économistes, les collègues économistes, il y a une certaine indifférence. Donc on n'a pas tellement de retour non plus. Mais du coup, est-ce que le monde économique aussi. Est-ce que cette indifférence ou en tout cas ce désintérêt du modèle, mis à part pour le grand public, effectivement, alors la question est pour vous peut-être, vu que vous êtes économiste de métier, parce que votre modèle aussi réinterroge la manière de faire de l'économie. Tout à l'heure, vous parliez de la beauté du geste mathématique, on est un peu dans un autre type d'approche. Est-ce que votre modèle se situe aussi dans un champ plus hétérodoxe de la pensée économique ? Alors, je pense qu'il y a une réticence vis-à-vis d'une approche qui est novatrice, qui ne consiste pas à prendre un modèle existant et à ajouter la loi El Khomri, par exemple, à ajouter quelques spécifications, mais qui, comme ça a été présenté au début par Jean Daniel, reconstruit un peu un socle différent, plus large, avec de l'intelligence artificielle, avec surtout de la rationalité illimitée et de l'apprentissage. Donc, il y a incontestablement, le modèle est hétérodoxe, et par ses bases, et de ce fait, on n'entre pas dedans. Et la plupart de mes collègues ne veulent pas, ne voudront pas entrer dedans. Moi, je travaille quand même sur ce type de modèle depuis 40 ans, et j'ai toujours eu une indifférence polie par rapport à ce type d'approche. Alors quand même, il faut répondre à cela que depuis la crise de 2008 où les modèles orthodoxes ont été totalement incapables de prévoir, mais même de comprendre. Ils n'ont pas les mécanismes pour comprendre ce qui s'est passé, qui implique des interactions. Et donc, des auteurs tels que Stiglitz, je cite son nom parce qu'il est connu, il est un Nobel, mais se sont mis à travailler un peu dans cette optique. Ça commence en macroéconomie, mais en économie du travail, non, pas vraiment. Là, je crois qu'on est un petit peu les premiers. Alors, en même temps, je ne dirais pas que nous sommes totalement hétérodoxes, c'est-à-dire que nous ne reconstruisons pas totalement sur zéro. En fait, il y a 40 ans d'apport de la microéconomie du travail sur les comportements on a incité les comportements de recherche, les comportements d'analyse
d'évaluation de l'incertitude par l'entrepreneur sur la qualité du salarié. Bref, il y a toute une série de, je dirais, de petits blocs que nous intégrons. Et ça fait aussi la validité du modèle. Il ne s'agit pas de tout réinventer. Donc je dirais qu'il est hétérodoxe, mais en gardant l'apport de 40 ans d'économie du travail plus ou moins orthodoxe. Il ne s'agit pas de jeter à l'eau. Par contre, on jette à l'eau un élément, une clé de voûte qui sont les anticipations rationnelles. Alors justement, voilà. Sur l'introduction de la psychologie cognitive dans votre modèle informatique et économique, cet élément-là montre aussi que vous avez ouvert le champ aux sciences sociales. Enfin, et du coup, c'est aussi ça peut-être qui fait que les économistes plus traditionnels sont un peu déconcertés par l'approche. Oui, je disais au départ que comme tout système humain, l'économie et notamment le marché du travail, c'est un système complexe. Et donc on ne peut pas espérer appréhender une complexité avec un seul point de vue. Et de plus en plus, je pense que ce qui caractérise la science en fin du 20e, 21e siècle, c'est vraiment la pluridisciplinarité. Alors c'est plus facile à dire qu'à faire, mais néanmoins, l'avantage de ces systèmes multi-agents, de ces agents, c'est que vous pouvez finalement les utiliser pour reproduire des phénomènes à différents niveaux. Vous avez donc le niveau individuel, où là vous pouvez effectivement utiliser la psychologie cognitive. Ensuite, vous pouvez vous intéresser à ces individus qui ont des comportements sociaux, et là c'est plutôt la psychologie sociale. Donc par exemple, moi j'ai mené d'autres projets en ce qu'on appelle en simulation sociale, où je me suis intéressé à la façon dont les agents construisaient des attitudes par rapport à des objets sociaux, des opinions, des préjugés. J'ai aussi un modèle sur la satisfaction au travail, qui est également en psychologie sociale, et tout ça avec des agents, donc c'est tout à fait possible. Vous pouvez ensuite introduire la sociologie, après l'anthropologie, l'histoire, enfin tout est possible. Et les gens étudient dans pratiquement tous les domaines des sciences humaines et sociales, les agents essayent de contribuer. Et en économie, effectivement, il y a peut-être une certaine réticence, pour toutes les raisons qu'on a évoquées, de s'ouvrir, mais néanmoins, si vous écoutez Thomas Piketty, il dit qu'il est chercheur en sciences sociales, et il fait partie des gens qui poussent vraiment à cette ouverture. Et ce que j'aimerais donc profiter du fait qu'on soit ici avec vous, c'est de dire qu'il faut regarder aussi ces systèmes multi-agents, parce que il y a plein de phénomènes qu'on peut essayer de traiter. Par exemple, on a parlé tout à l'heure de l'inversion des normes. Donc, il y a le fameux article 2 qu'on n'a absolument pas pu traiter. L'idée, c'est de savoir est-ce que les négociations se font dans l'entreprise, elles se font dans les branches, quel est le rapport Vous n'êtes pas les seuls à pas avoir pu le traiter, puisque le 49.3 est intervenu absolument. Juste avant. Absolument. Donc, ça veut dire que c'est un problème central. Eh bien, alors, c'est un problème central parce qu'il touche aux relations sociales. Finalement, pourquoi il y a un problème d'inversion des normes ? C'est parce qu'il y a une forte défiance dans la société française. C'est-à-dire que les gens en entreprise, ils craignent que, a priori, les rapports de force fassent que, ils auront une situation moins bonne que si c'était négocié plus collectivement. Alors, c'est donc une certaine défiance, on va dire, de l'employé par rapport à son patron, mais peut-être aussi justifiée parce que dans certains cas, il y a eu des cas qui se sont produits. Et on sait de toute façon que, par exemple, ça a été étudié par Algan et Cahuc, il y a beaucoup de défiance dans la société française et ça crée beaucoup de problèmes. Ça crée du chômage. On a vu que des problèmes d'emploi étaient liés à ce problème de confiance. Et donc la croissance et bien sûr la satisfaction des gens en général. Donc ça, le fait de replacer l'accord d'entreprise au cœur des relations sociales, puisque c'est une aussi des ambitions de la loi El Khomri, c'est quelque chose que vous pourriez tester. Oui, parce que dans les systèmes multi-agents... Les effets sur le chômage. Oui, parce que dans les systèmes multi-agents, il y a... Alors là, c'est du côté vraiment informatique, mais justement, l'idée, ce sera ensuite de le transposer. Il y a plein de gens qui travaillent sur la négociation. Avec plein d'applications, pour faire du commerce électronique par exemple, des agents, des traders, enfin, tout ce que vous voulez. Et donc on peut utiliser des agents qui négocient. Donc on pourrait reproduire les processus de négociation et puis dire, il y a deux formules, soit on fait négocier les gens au niveau des branches, négocier les gens au niveau individuel, et ensuite on pourrait simuler le fait que ça prime de la branche vers l'entreprise ou l'inverse. Et à ce moment-là, on peut refaire les mêmes mesures qu'on fait et regarder les impacts sur le chômage. Ça, c'est très difficile à faire dans la réalité, ce genre d'expérience. Alors attendez, je ne dis pas que c'est simple, c'est beaucoup de travail pour arriver à faire ça. Mais techniquement, c'est complètement possible. Alors du coup, c'est peut-être un peu une de mes dernières questions, c'est à la fois c'est assez enthousiasmant puisqu'on manque cruellement, c'est dit de toutes parts, on manque cruellement d'outils d'évaluation des politiques publiques. Donc votre travail est une forme d'évaluation des politiques publiques. Néanmoins, il peut aussi donner le sentiment que chaque décision politique qui peut être un acte
voilà, de torsion du réel sera en amont évalué par une machine, des algorithmes. Voilà. Enfin, moi, par exemple, ça pourrait m'inquiéter de savoir que toute décision politique sera informatiquement évaluée en amont. Mais nous ne sommes pas une machine, nous sommes des chercheurs. Autrement dit, on a lu de près la loi El Khomri. Enfin, d'abord, on a construit un modèle du marché du travail positif, existant, aussi précis que possible. Ensuite, dans un deuxième temps, on a lu d'assez près, comme vous avez pu voir, la loi El Khomri. Et donc, on a synthétisé ce qui nous paraissait le plus pertinent. Et voilà. Et ensuite, on a fait effectivement tourner ce modèle, mais ce modèle que nous avons créé. Donc, je ne pense pas qu'il y ait vraiment un tel risque. Enfin, en intelligence artificielle, ce risque existe toujours. Néanmoins, ça dépend comment on conçoit l'outil. Effectivement, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris la loi telle qu'elle était proposée par les textes, et puis on a regardé ses effets. On n'a pas cherché à produire... c'est pas la machine qui nous a dit ce qu'il fallait faire. Alors, la machine pourrait nous dire ce qu'il fallait faire si on s'intéresse, par exemple, à la politique optimale. On peut, et d'ailleurs, ça fait partie aussi des choses que... Alors là, vous allez me dire, je joue un peu aux apprentis sorciers, mais j'aimerais effectivement voir ce que ça donnerait si on essayait de faire calculer par le système la meilleure politique possible, pour faire une sorte de décideur artificiel. Alors pourquoi j'ai envie de faire ça? Parce que je me dis que ça peut permettre d'explorer de nouveaux horizons, qui ne seraient pas... parce que la machine peut trouver des pistes, des combinaisons de paramètres que nous, on n'aurait pas forcément en tête. Bon. Mais, donc là, pour le coup, il y aurait ce danger, parce que si ensuite, d'ailleurs, il y avait eu un gag dans Rue 89, ils avaient fait un 1er avril où il y avait un système comme WorkSim qui servait à toutes les décisions du gouvernement. Si effectivement vous ne mettez pas d'humain dans la boucle et que vous laissez le décideur artificiel décider systématiquement, c'est très dangereux. Mais, comme dit Girard, à partir du moment où on met un humain dans la boucle, et c'est toujours ce qu'il faut faire à mon avis en intelligence artificielle, et c'est un chercheur en intelligence artificielle qui vous parle, il faut toujours laisser un humain dans la boucle. Si vous laissez un humain dans la boucle, et si vous gardez toujours le contrôle, à ce moment-là, il n'y a pas de danger. Et ça peut être intéressant quand même de voir, d'explorer d'autres pistes. Mais s'il y a un risque de ne pas bien laisser le contrôle et de rendre le système totalement autonome, là, évidemment, pour moi, c'est non. Est-ce qu'une mesure telle que la réduction du temps de travail, qui est aussi dans l'ère du temps, c'est pas nouveau, mais en tout cas le passage à 32 heures, défendu notamment par la CGT, cette mesure-là pourrait être testée sur votre modèle? Les effets sur le chômage et sur l'emploi du passage aux 32 heures, par exemple? Alors, actuellement, c'est difficile de tester ce genre de mesures parce qu'il y a des mesures, si vous voulez, qui ont des conséquences sur l'organisation du travail, sur l'économie, parce qu'en fonction de votre temps de travail, vous consommez plus ou moins, ou différemment. Et ce n'est pas uniquement celle-là, hein, mais il y a plusieurs mesures que pour l'instant, on n'a pas testées et qu'on va tester. Mais d'abord, il faut qu'on fasse ce qu'on appelle un bouclage macroéconomique. Pardon, encore une fois, du jargon. C'est juste qu'il faut qu'on rajoute dans le système des fonctions de production, de consommation, etc. Autrement dit, une petite... Non, mais quand je dis juste, oui, c'était juste pour dire le terme. C'est un gros travail, mais qu'il va falloir faire si on veut tester ce genre de mesures qui doivent aussi se regarder un peu du point de vue macroéconomique. Bon, donc la réduction du temps de travail, moi personnellement, mais là c'est à titre personnel parce que Gérard n'est pas tout à fait d'accord, j'y suis très favorable depuis longtemps, mais pour vous donner des résultats sérieux dans WorkSim, il va falloir attendre encore un petit peu. Voilà. Oui, enfin, il y a sur le temps de travail, j'ai pas d'a priori, mais on peut penser qu'il y a des effets sur la productivité assez complexes, la compétitivité, parce qu'on est dans un environnement, on est dans une économie ouverte, c'est ça le problème, et on peut risquer une perte de compétitivité. Bon. Mais il y a d'autres mesures qui sont aussi à analyser. En fait, la plupart des économistes estiment que face au constat que l'on a de jeunes qui sont dans des CDD et qui ne peuvent pas avoir accès au crédit, ne peuvent pas avoir accès au logement, plutôt que avec cette loi d'aller vers une réduction du nombre de CDD, eh bien, est-ce qu'il ne faudrait pas tout simplement supprimer la dualité des types de contrats de travail? Ce qui veut dire ce qu'on appelle le contrat unique, mais
qui pourrait avoir des modalités évidemment assez diverses, hein, avec des droits progressifs, comme dans le Job Act de Matteo Renzi, et donc ce que dans l'avenir on devrait faire, dans un futur, c'est analyser ce que donnerait ce type de contrat sur le plan économique, hein, et au-delà du plan économique, je pense qu'il faut quand même dire que c'est quand même important qu'il n'y ait pas cette rupture entre deux types de populations, ceux qui sont dans un CDD et ceux qui sont dans un CDI. Ça, c'est tout de même quelque chose d'important. Et de ce point de vue-là, c'est évidemment actuellement politiquement inacceptable, mais je pense qu'il faudra revenir sur ce problème, enfin cette possibilité d'un contrat unique. Mais le résultat de ce contrat unique sur le chômage, par exemple, ne sera positif, que s'il vient avec toute la flexi-sécurité. C'est-à-dire que, avec la loi, on le voit bien, les gens sortent plus facilement du travail et ils deviennent chômeurs. Et donc on va avoir 20% de gens qui vont être chômeurs, enfin par licenciement économique, alors que c'était 0,5 avant. Et il faut absolument, de manière urgente, réformer Pôle emploi de manière à ce qu'il soit plus efficace et avoir une politique massive, également de formation professionnelle mieux adaptée. Enfin, je crois qu'il y a des chantiers qu'il faut ouvrir de manière urgente, et il n'est pas étonnant pour moi, de ce point de vue-là, que la loi El Khomri, en soi, ne diminue pas le chômage, voire même puisse l'augmenter. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais de mettre de la flexibilité, mais c'est changer, comme je l'ai un petit peu évoqué, on change toute la nature du marché du travail. Mais dans ce cas-là, il faut aller jusqu'au bout. Bon, donc un gros travail a priori en perspective. On va être obligé de s'arrêter là, oui, parce qu'on on va faire trop long. Mais merci beaucoup pour vos explications et puis pour les perspectives que votre travail ouvre. Merci de nous avoir suivis et je vous dis à bientôt, soit sur ces émissions Espace de travail et les autres proposées par Mediapart ou sur le journal Mediapart. À bientôt.